Imaginez la scène. On a dormi 8 bonnes heures. Le compte est techniquement bon, quoi. Ouais, sur le papier, tout va bien. Voilà, la chambre est calme, tout est parfait. Mais quand l'alarme sonne, soudainement dans l'obscurité, on a l'impression d'avoir été percuté par un semi-remorque. C'est ça, le corps pèse 1 tonne. Exactement, les paupières refusent de s'ouvrir et on se demande pourquoi notre propre biologie nous trahit au moment exact où on doit se lever. C'est la grande question en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on poursuit notre plongée dans ces ouvrages qui mêlent biologie du sommeil et psychologie comportementale. Tout à fait, pour vraiment décortiquer la mécanique pure de l'éveil. C'est ça, parce que lors de notre précédente exploration, on s'est penché sur le fameux pourquoi. Pourquoi vouloir transformer ses matins, l'importance du sens, tout ça. Mais la philosophie, honnêtement, ça pèse pas bien lourd à 6 heures du matin. Ah ça, c'est clair. Donc, l'objectif de cette étape de notre analyse, c'est vraiment de se heurter au mur de la réalité. On va voir comment neutraliser de façon presque chirurgicale cette envie irrépressible de se rendormir et d'appuyer sur snooze. Et c'est exactement là que la plupart des bonnes intentions s'effondrent en fait. La théorie du développement personnel se fracasse violemment contre la réalité physiologique d'un corps en pleine inertie. Ouais, c'est physique avant tout. Absolument. Et pour analyser ça, les textes qu'on étudie mettent en avant une métrique super pragmatique. C'est ce qu'ils appellent le niveau de motivation au réveil, le NMR. Ok, le NMR. Et ça se mesure comment, du coup? Profond, son niveau stagne naturellement, genre à 1 ou 2, maximum. Ah ouais, le fond du gouffre. C'est ça. À cet instant précis, la seule motivation qui existe sur le plan purement biologique, c'est de replonger dans l'inconscience. Le cerveau baigne encore dans les neurotransmetteurs du sommeil, il est tout simplement pas câblé pour embrasser la journée. Ce concept d'inertie du sommeil, en fait, ça explique vraiment cette sensation de brouillard épais. Mais si on y réfléchit bien, il y a un paradoxe total là-dedans. C'est-à-dire? Prenons un matin de semaine ordinaire. L'idée même de se lever pour aller bosser semble être une montagne. Le corps est lourd, chaque mouvement coûte un effort de dingue. Ouais, le fameux lundi matin. Voilà. Mais prenons exactement ce même corps, avec la même accumulation de fatigue, le même nombre d'heures de sommeil, et plaçons-le dans un contexte totalement différent. Genre un départ en vacances. Exactement. Un départ pour une destination incroyable. Ou encore plus frappant, le matin de Noël pour un enfant de 8 ans. Ah oui, l'exemple classique. La physiologie de base, elle n'a pas changé. Pourtant, l'enfant qui a à peine dormi la veille, il saute du lit avec un NMR de 10 direct. Totalement. L'enthousiasme, ou plutôt la décharge énorme de dopamine, vient complètement écraser la sensation de fatigue. Du coup, la grande question qu'aborde la source, c'est de savoir si on peut pirater notre propre biologie. Est-ce qu'on peut recréer cette étincelle artificiellement, disons un mardi matin de novembre bien gris? C'est vraiment le cœur du problème. Et pour comprendre comment manipuler ces premières secondes ultra critiques du matin, les recherches comportementales nous poussent à regarder non pas le matin lui-même, mais la nuit précédente. Attends, donc la vraie ligne de départ ne se situe même pas au moment où l'alarme sonne. Pas du tout. En fait, il y a un phénomène psychologique très documenté à l'œuvre ici. C'est le fait que la première pensée qu'on a le matin est presque systématiquement le calque exact de la dernière pensée qu'on a eue le soir. C'est une vraie boucle d'anticipation. Ah, tu parles de cette fameuse angoisse du calcul mental sous la couette. Exactement ça. Quand on regarde l'heure, qu'on fait le calcul désespéré et qu'on se dit, genre, si je m'endors dans les 3 prochaines minutes, j'aurai très exactement 5 heures et 42 minutes de sommeil, je vais être un zombie demain. On programme notre propre épuisement, en fait. Ouais, c'est un effet nocebo redoutable. En faisant ce petit calcul mathématique stressant, on donne une instruction ultra claire à notre système nerveux. Le cerveau enregistre l'anticipation de la fatigue. C'est ça. Et pire encore, ce stress nocturne génère un pic de cortisol qui vient carrément dégrader l'architecture même du sommeil qui va suivre. Ah ouais, donc on dort vraiment moins bien à cause de ça. Absolument. Le sommeil est beaucoup moins réparateur et boum, à l'ouverture des yeux, la sonnerie valide l'angoisse de la veille. On se dit « j'ai dormi que 5 heures, je suis détruit ». L'esprit a littéralement conditionné le corps. C'est fou. Et la stratégie proposée dans les textes, du coup, ça consiste à formuler délibérément une attente positive avant de sombrer dans le sommeil, de se convaincre que les heures à venir seront parfaitement suffisantes pour se régénérer. Bon, attends. Je veux bien que la perception joue un rôle, mais on va se dire les choses. Je t'écoute. Ça me paraît quand même extrêmement léger, quoi. L'idée de la pensée positive le soir, c'est super séduisant sur le papier.
Mais concrètement, quand il fait nuit noire, que la chambre est glaciale et que le corps est profondément engourdi, Ouais. De simples affirmations, ça suffit pas. bah oui, de simples pensées positives, ça suffit pas à vaincre la physiologie d'un manque de sommeil réel. Mon cerveau a beau avoir pensé des choses merveilleuses la veille, à ce moment précis, il ne veut qu'une chose, la chaleur des draps. Bien sûr. Est-ce qu'on ne risque pas juste de se réveiller avec une pensée très positive du type « Oh, quelle journée magnifique pour hiberner !» Il faut bien une intervention plus radicale, non? Ah mais la critique est parfaitement fondée. L'intention mentale prépare le terrain, elle réduit l'anxiété nocturne dont on parlait, mais elle est totalement incapable de vaincre la gravité à elle seule. Surtout quand ton cortex préfrontal est encore à moitié endormi. C'est clair. C'est précisément là que les sources introduisent une véritable ingénierie de l'environnement. En gros, la mécanique physique du réveil doit prendre le relais de ta volonté qui est défaillante à ce moment-là. D'accord, on passe à la logistique. Exactement. Et la clé de voûte de cette stratégie, c'est de neutraliser la possibilité matérielle d'appuyer sur le bouton répétition. Le fameux snooze. L'ennemi public numéro 1. Ouais. Et pour y parvenir, l'action recommandée est d'une simplicité absolue. Il faut placer l'appareil qui sert de réveil à l'autre bout de la pièce. Tout bêtement. Mais en faisant ça, on impose un stress orthostatique en fait. C'est ça. Le simple fait de devoir repousser une couverture lourde, de se redresser, de mettre les pieds sur un sol froid et de faire quelques pas, c'est un mini-choc pour le système cardiovasculaire. Le cœur est obligé de pomper plus fort d'un coup pour faire monter le sang vers la tête contre la gravité. Exactement, t'as tout compris. Le mécanisme sous-jacent ici, il est biomécanique, pas psychologique. Le mouvement crée de l'énergie cinétique et physiologique. Ça force le corps à s'activer. En forçant la verticalité et la marche, on force l'oxygénation. L'adénosine, tu sais, cette molécule qui s'accumule dans le cerveau pour créer la pression du sommeil, Celle qui nous donne cette sensation de lourdeur. voilà. Eh bien, elle commence à être balayée beaucoup plus rapidement par l'augmentation du flux sanguin. Et mécaniquement, le niveau de motivation au réveil, le NMR, grimpe instantanément de 1 à 2. La transe du sommeil est rompue. Physiquement rompu, oui. On n'est plus juste un esprit qui flotte entre deux rêves, on redevient un organisme en mouvement. Ce qui me frappe ici, c'est à quel point le design de notre chambre dicte totalement nos comportements. Oh, c'est immense. Quand on est à moitié réveillé, la partie logique de notre cerveau, celle qui se souvient qu'on a plein de trucs importants à faire aujourd'hui, elle est littéralement hors ligne. Complètement éteinte. On est gouverné par nos instincts les plus primaires, la recherche du confort immédiat. Et en déplaçant le réveil, on inverse le modèle de friction. Appuyer sur snooze, ça devient plus difficile que de se lever en fait. Et c'est l'idée. Et d'ailleurs, en explorant les notes de cette partie, on trouve d'autres petites astuces environnementales qui complètent hyper bien cette ingénierie de l'éloignement. Oui, c'est ce qu'on appelle l'architecture de choix en psychologie comportementale. L'optimisation de ton environnement, c'est redoutable parce que ça ne requiert aucune discipline au moment T. Tu as tout préparé en amont. Par exemple, la lumière. Tout à fait. L'une des stratégies mises en avant, c'est l'automatisation de la lumière. L'obscurité, on le sait, ça maintient la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc on reste endormi. Voilà. En programmant l'allumage automatique d'une lampe au moment exact du réveil, la lumière, même si elle est artificielle, frappe la rétine. Ça envoie un signal direct à la glande pinéale et ça stoppe net la sécrétion de mélatonine. L'environnement force le cerveau à changer de mode sans qu'on ait rien à décider. C'est la beauté du truc. Et une autre tactique géniale abordée dans le texte, c'est de programmer le chauffage de la pièce pour qu'il s'active 15 minutes avant la sonnerie. Ah, ça c'est brillant. Parce que franchement, le choc thermique, c'est l'excuse numéro 1, non? Oh oui, largement. Quand l'air de la chambre est à, 17 degrés et que sous la couette on est à 30 degrés bien au chaud, le corps perçoit la sortie du lit comme une véritable menace pour sa régulation thermique. Il veut se protéger. En éliminant cette friction de température, on supprime le rument principal que notre cerveau utilise pour négocier un retour au lit. On a préparé le terrain. Précisément. Mais attention, il faut pas se réjouir trop vite. La bataille n'est pas encore gagnée à ce stade. Non. Non, imagine. Tu es debout au milieu de la pièce. L'alarme est éteinte. Ton NMR est passé à 2. Super. Sauf que le lit, il est juste là, à 2 mètres. Ah ouais, la tentation est forte. Il est encore tout chaud, voilà. La tentation de faire demi-tour en se justifiant qu'on va juste fermer les yeux 1 minute de plus en restant assis sur le bord du matelas, elle est colossale. La zone de danger absolu, elle se situe vraiment dans les 3 minutes qui suivent l'arrêt de l'alarme. D'accord, donc c'est là qu'il faut court-circuiter toute délibération. Exactement. Si on commence à réfléchir, c'est mort, on est perdu. À ce stade, la moindre micro-décision demande un effort cognitif tellement monstrueux. Que le cerveau choisira toujours la facilité. Voilà. Donc la parade, c'est d'entrer en mode pilote automatique total.
Il faut enchaîner des gestes qui reposent uniquement sur la mémoire procédurale, des actions purement machinales. C'est ça l'astuce. La séquence recommandée par les textes, c'est de fuir la chambre immédiatement. Ne pas regarder le lit. Ne même pas croiser le regard de l'oreiller, ouais. On marche tout droit vers la salle de bain, on prend la brosse à dents, on s'asperge le visage d'eau fraîche. Ce n'est pas juste pour l'hygiène matinale, en fait, c'est une vraie tactique de temporisation. Se brosser les dents, ça demande quoi? Zéro bande passante mentale. C'est l'habitude parfaite. C'est tout à fait ça. Et pendant ces 2 petites minutes d'activité réflexe, tu gagnes un temps physiologique qui est inestimable. Le corps se réveille doucement. Le système nerveux sympathique a le temps de prendre le relais, le rythme cardiaque se stabilise doucement à la hausse. On occupe le corps avec une tâche familière pour laisser du temps au cerveau supérieur, la partie logique, de s'allumer. Et c'est justement pendant cette petite phase d'automatisation qu'intervient l'un des concepts les plus contre-intuitifs, je trouve, mais aussi les plus puissants de cette analyse. Laquelle? L'illusion de la fatigue causée par la déshydratation. Ah oui, énorme ça. Ça, c'est une véritable remise en question de nos propres sensations. On se regarde dans le miroir de la salle de bain, on a les traits tirés, on se sent complètement écrasé par la léthargie et instinctivement, on blâme un déficit de sommeil. On se dit qu'on n'a pas assez dormi. On se dit qu'il nous manque absolument un cycle complet de sommeil paradoxal, mais en réalité, d'après les recherches, le diagnostic est très souvent erroné. Totalement erroné. Expliquons un peu la biologie derrière ça, parce que c'est fascinant. Vas-y. Si on continue, et la légère transpiration nocturne. On se dessèche pendant la nuit, en gros. C'est le terme. Au réveil, ton corps se trouve dans un état clinique de légère hypovolémie, c'est-à-dire une vraie baisse du volume sanguin due à la déshydratation. Attends, la baisse du volume sanguin. Oui, ton sang est littéralement plus épais, plus visqueux, et en conséquence, ton pauvre cœur doit travailler beaucoup plus fort pour maintenir la pression artérielle et réussir à acheminer l'oxygène jusqu'au cerveau. Ok, donc si je saisis bien la mécanique de tout ça, cette sensation de lourdeur, cette difficulté à penser clairement qu'on ressent tous au saut du lit, Oui, ce n'est pas nécessairement le cerveau qui réclame du sommeil, c'est en fait le système cardiovasculaire qui lutte pour faire circuler un sang devenu trop épais. mais c'est l'explication biomécanique exacte. La physiologie de la déshydratation légère, elle imite les symptômes de l'épuisement profond à s'y méprendre. C'est un truc de fou. Ce que l'on perçoit tous comme un besoin vital de dormir, c'est, dans de très nombreux cas, juste le cri silencieux de notre organisme qui réclame de l'eau. Il a besoin de restaurer son volume sanguin. Et c'est pour ça que la source insiste aussi lourdement sur cette fameuse étape, boire un très grand verre d'eau dès les premières minutes. Idéalement, de l'eau tempérée, oui. C'est quand même incroyable de se dire qu'on se jette souvent sur des doubles expressos brûlants qui déshydratent encore plus d'ailleurs, alors que notre corps crie simplement famine en eau. L'impact de ce simple verre d'eau doit être assez radical sur notre fameux niveau de motivation au réveil. Ah bah l'effet est presque immédiat. L'eau descend dans l'estomac, le volume sanguin commence à se restaurer doucement, la pression artérielle s'équilibre sans demander un effort démesuré au cœur, et le cerveau reçoit enfin un afflux à oxygène optimal. La brume se dissipe. On lève complètement le voile de cette fausse fatigue. D'un seul coup, tu vois, le NMR passe de 2 à 3, voire 4. L'esprit s'éclaircit considérablement, juste avec de l'eau. Bon, on a géré le mouvement en marchant jusqu'à la salle de bain, on a géré le temps de latence en se brossant les dents sur pilote automatique, et on a géré la réhydratation. Le brouillard se lève sérieusement. On est sur la bonne voie. On arrive donc à la dernière grande étape de ce sas de décompression matinale, et elle concerne la tenue vestimentaire. Oui, très important ça. Et là encore, on n'est pas du tout dans la recherche du confort, on est dans la psychologie pure de l'engagement. Absolument. L'acte de s'habiller, c'est codifié par ce que la psychologie nomme la cognition incarnée. La cognition incarnée. Oui. En gros, ce que tu portes influence comment tu penses. Si, après t'être lavé le visage, tu enfiles un peignoir super douillet, des petits chaussons en pilou et un vieux pantalon de survêtement lâche, Le classique du dimanche matin. voilà. Eh bien, tu envoies un signal neurologique massif de relaxation à ton cerveau. Ton environnement vestimentaire invite littéralement à la paresse. D'accord. Donc, l'étape cruciale proposée ici, c'est d'enfiler immédiatement une tenue de sport, ou du moins une tenue de tous les jours qui appelle à l'action. On se prépare physiquement à bouger. Ce geste, il agit comme un contrat implicite avec toi-même. Le cerveau enregistre que la phase de repos est définitivement terminée, c'est fait, et que la phase d'activité vient de commencer. C'est drôle parce qu'on a tellement pris l'habitude d'associer le matin à la recherche de réconfort. Et ça me fait penser à un point super intéressant soulevé dans les textes concernant la douche. Ah oui, la fameuse douche matinale. Ouais.
Prendre une longue douche bien chaude dès le saut du lit, ça paraît être l'idée parfaite pour se réveiller en douceur, pour se réchauffer quand il fait froid. C'est ce que tout le monde fait. Mais en réalité, d'après les mécanismes qu'on vient juste de décrire, c'est un piège redoutable. C'est le plus grand des pièges en effet. Une douche bien chaude, ça provoque quoi? Une vasodilatation périphérique. C'est-à-dire? Tes vaisseaux sanguins s'élargissent à cause de la chaleur. Ça fait chuter ta pression artérielle et ça reproduit exactement les conditions physiologiques de l'endormissement. Ah ouais, donc on refait tout le chemin en sens inverse. Sous l'eau chaude, tes muscles se relâchent complètement et ton corps se remet limite à somnolette debout dans la cabine. C'est contre-productif au possible, du coup. Complètement. L'approche suggérée par la source est complètement inverse. La douche ne doit jamais être un refuge chaud pour prolonger la nuit. Elle doit venir après. Elle doit devenir une récompense méritée, après un effort matinal, qu'il soit physique, comme du sport, ou intellectuel. Le matin doit démarrer par de l'action pure, pas par une simulation de retour dans le ventre maternel bien au chaud. C'est très imagé, mais c'est tellement vrai. Toute cette mécanique, en fait, cette succession d'étapes hyper précises où l'on déjoue notre propre inertie, ça me fait vraiment penser à la procédure de décollage d'un avion. Ah, l'analogie de l'avion, j'aime beaucoup. Mais en y ajoutant vraiment la mécanique interne. Un avion de ligne, il consomme une quantité astronomique de son carburant au sol, rien que pour vaincre la gravité, lutter contre le frottement de l'air sur la piste et s'arracher du sol. Ouais, l'énergie initiale est folle. C'est une phase bruyante, brutale, où le système entier est poussé à son maximum. Et pour notre corps, c'est un peu comme purger un moteur noyé. Et ça roule. Exactement. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière, une fois que l'adénosine est purgée de notre cerveau, la consommation d'énergie chute drastiquement. Le vol devient fluide. L'image du moteur noyé illustre parfaitement cette transition biochimique dont on parle depuis tout à l'heure. C'est un effort colossal au tout début, une friction vraiment maximale, mais qui ne dure, au final, que 4 ou 5 minutes. C'est très court en réalité. Et si on parvient à naviguer ces quelques minutes grâce à des automatismes préparés la veille, sans jamais faire appel à la volonté, qui est défaillante à cette heure-là, On décolle. on atteint ce fameux vol de croisière, oui. À ce stade, tu es habillé, tu es hydraté, tu es en mouvement. Le niveau de motivation au réveil atteint tranquillement 5 ou 6 sur 10. La journée peut enfin démarrer sans souffrance. Et je crois que c'est peut-être ça la plus grande leçon de cette exploration d'aujourd'hui. On a toujours cette tendance un peu agaçante à héroïser ceux qui se lèvent tôt, les fameux lève-tôt. On s'imagine qu'ils ont un don, ouais. On s'imagine qu'ils possèdent une volonté surhumaine, une discipline spirituelle incroyable ou un gène de l'effort que nous, on n'a tout simplement pas. Alors que pas du tout. Mais en décortiquant la mécanique pure du matin comme on vient de le faire, on réalise que se lever facilement, ça ne relève absolument pas d'un combat mental épique tous les jours. C'est une stratégie purement logistique. C'est de l'ingénierie comportementale basique. Exactement, on retire le processus de décision des mains d'un cortex préfrontal qui est de toute façon encore endormi. Et on crée un environnement où l'action de se lever devient la seule option viable. C'est devenu la voie de la moindre résistance. C'est ça. Et honnêtement, ce constat nous amène à une réflexion beaucoup plus vaste, je trouve. Quelque chose qui déborde largement du simple cadre du réveil matinal. C'est-à-dire? Eh bien, si l'on observe la puissance incroyable de ces micro-ajustements, Ouais. c'est la simple action de déplacer un appareil électronique de 3 mètres ou de boire un banal verre d'eau, ça permet de neutraliser une résistance physiologique et psychologique qui semblait totalement insurmontable à 6 heures du matin. C'est vrai que vu comme ça, Il est fascinant de se demander quelles autres frictions majeures de notre quotidien, quels autres échecs que l'on attribue un peu vite à un manque de volonté de notre part. genre dans notre alimentation, notre boulot ou même nos finances. Exactement, tous ces domaines. Quelles autres frictions pourraient en réalité être résolues par de tout simples ajustements logistiques de notre environnement direct? C'est une super question. Sommes-nous vraiment intrinsèquement en manque de volonté ou manquons-nous simplement d'un bon design environnemental pour nous faciliter la vie? Ah, c'est une réflexion qui remet vraiment en perspective toutes nos luttes quotidiennes. Ça donne envie de repenser l'organisation spatiale et temporelle de nos journées, d'optimiser notre environnement, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.